Bonjour tout le monde. Pour la seconde activité de ce cours à distance, nous allons continuer à parler de méthodes et de méthodologie et voir quelques exemples de méthodes sur le site. Voilà. Et nous allons parler de plusieurs objectifs d'apprentissage en même temps. Donc il s'agit de l'activité 2 aujourd'hui. Alors, l'objectif d'apprentissage numéro 3, vous avez fait des devoirs, vous avez cherché des informations à propos de Ferdinand de Saussure pour cette semaine. Et il y a une petite activité. Et cette activité traite de ce qu'il reste du structuralisme dans l'enseignement actuel, donc dans vos manuels éventuellement. Alors, vous avez cherché sur Internet les informations les plus importantes à propos de Ferdinand de Saussure et le structuralisme. Alors, prenons comme point de départ, par exemple, Appel-Vermeer à la page 135. Et Appel-Vermeer, justement, disent que de structurele taalwetenschap beschouwt de taal als een systeem van structureel met elkaar verbonden elementen, die ook wel building blocks worden genoemd, op alle niveaus van de taal. Dat wil zeggen van het fonologisch tot en met het syntactisch niveau, het morfologisch niveau, pragmatisch niveau eventueel. Alle niveaus, alle taalniveaus, die horen bij het idioom, het taalsysteem. Alors, Ferdinand de Saussure était un linguiste suisse qui a vécu surtout au XIXe siècle, de 1857 à 1913, donc il est mort juste avant la Première Guerre mondiale, et avec Ferdinand de Saussure, la langue apparaît désormais comme une structure avec une cohérence interne. Alors, de Saussure parle de l'opposition langue et parole. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? La parole, c'est ce qu'on fait avec la langue. Donc, la parole, c'est l'acte linguistique individuel. La langue, c'est le système abstrait, d'où l'opposition langue et parole selon Ferdinand de Saussure. Donc, la parole, c'est ce qu'on fait avec le système abstrait. Donc, la parole, c'est l'acte linguistique individuel. Et la langue elle-même, c'est le système abstrait, hein, donc ce qu'on appelle l'idiome, selon Marcel Onisia, ce que vous avez lu dans Pipigruka. Voilà, le système abstrait. Alors, selon de Saussure, on ne peut jamais atteindre la norme que Ferdinand de Saussure lui-même considère comme un idéal. Donc, en tant qu'enseignant, on se fait une représentation de la norme, ce qu'on peut lire aussi dans Pipigruka à la page 82. Alors, la question est de savoir de quelle façon est-ce qu'on voit toujours des exercices structurés, donc cette structure de la langue, hein, donc du système abstrait. Donc, de quelle façon est-ce qu'on perçoit toujours des exercices structurés dans nos manuels, dans notre enseignement? Alors pour cela, je vais vous montrer brièvement quelques documents qui figurent sur le site. Par exemple, l'annexe 1, d'une méthode audiolinguale Carrefour des années 60-70. Voilà, je vais vous montrer un exemple justement d'un exercice très structuré. Eh bien voilà, il paraît. Voilà. Donc, on voit un petit texte. Hein. Là, c'est Louis, non, c'est Jean, le frère de Louis, et la jeune fille, je ne sais pas. On voit des structures. Hein. Le mot structure figure même sur la page. Alors, on voit un exercice, question. Qui est-ce? Réponse, c'est Jacques. C'est Marianne, c'est un ami. C'est le père de Maurice, c'est la mère de Jean, c'est la sœur de Jeanne. Puis au pluriel, ce sont les frères de Maurice, ce sont les sœurs de Jean, ce sont les sœurs de Karine, ou bien je ne sais pas comme réponse. Puis sur l'autre page, en fait, même type d'exercice, toujours très structuré. Qui est-ce? C'est le père
du garçon, c'est la mère du professeur, c'est l'ami de la jeune fille, ce sont les frères du garçon, ce sont les amis de la jeune fille, ce sont les amis de l'enfant. Et puis pour des affaires, qu'est-ce que c'est? C'est la photo des enfants, ce sont les livres des garçons, ce sont les classes des jeunes filles. Et à la fin, on voit en fait une petite explication où l'on se sert d'un métalangage assez lourd parce qu'on parle d'articles contractés, masculin, féminin, pour le singulier du ou bien de L', et pour le pluriel des entre deux substantifs. Voilà. Et de même pour le féminin de la et de L'. Et puis, on constate des exercices très structurés où une nouvelle fois, on se sert pour l'instruction du français. Voilà, ce qu'on fait dans la méthode, dans le méthode audiolinguale ou bien audio-orale des années 60-70. C'est ou bien ce sont, alors là c'est à remplir un article défini, ce sont les frères, article contracté, du professeur, ou bien c'est la sœur de la jeune fille, ou bien ce sont les stylos du père ou des enfants, etc. Voilà. Alors, on prend un second exemple du même méthode, annexe 2, méthode audiolinguale Carrefour, toujours Carrefour, on voit le même type d'exercice qui paraissent partout. Par exemple, l'exercice numéro 15, mettez tous les mots au pluriel, c'est la feuille de l'enfant qui devient « ce sont les feuilles des enfants » ou bien « ce sont les maisons des professeurs ». Ou l'inverse, voilà les réponses, posez les questions, répétez les réponses. Qui est-ce? C'est le père de Jacques. Et pour 2, qu'est-ce que c'est? Ce sont les livres de Michel. Et il faudra répéter les réponses en même temps. Ou bien substituer, c'est la chambre de Pierre. Alors là, on voit clairement la substitution sur l'axe paradigmatique, car on parle justement, c'est la chambre de Pierre qui devient c'est la chambre du garçon. Donc là, on remplace, on substitue Pierre par garçon ou bien par sœur de Luc, c'est la chambre de la sœur de Luc, etc. Alors de même pour l'exercice 18, mettez tous les mots au singulier et à la fin il faudra compléter dans l'exercice 21 par exemple, c'est la maison des parents de Michel. Ah ben voilà, cette structure, donc là on est en train de répéter, d'exercer, de travailler vraiment la structure de la langue. Donc ça relève vraiment du principe de la langue selon Ferdinand de Saussure. Non, donc de la parole. Donc là, on travaille vraiment la grammaire, la structure de la langue, selon cette méthodologie audio-linguale. Bon, alors, autre type de méthode, exemple premier, cours de langue et de civilisation française. Alors on va voir ce que c'est. En fait, voilà, j'ouvre le document. Une méthodologie qui date en fait des années 50-60 plutôt, mais que vous connaissez déjà, vous avez lu à propos de tout cela. Il s'agit donc de la méthodologie ou la méthode grammaire-traduction. Ben voilà un exemple. Nous allons apprendre les verbes en IR, toujours de façon affirmative, de façon négative et sous forme interrogative. Alors on constate tout le paradigme du verbe en IR, finir deuxième groupe en IR, présent de l'indicatif, je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent, la forme négative, je ne finis pas, tu ne finis pas, etc. Est-ce que je finis? Finis-tu? Finit-il? Finit-elle? Etc. Eh bien voilà,
On constate, on conjugue comme finir des verbes tels que grossir, jaunir, blanchir, etc. Mais il faut faire attention pour le verbe commencer, par exemple, qui n'est pas du type en IR d'ailleurs. Je commence, tu commences. Il commence, nous commençons avec un CD. C'est CD. Vous commencez, il commence. Non, parce que le C sera suivi d'un E et non d'un O. Alors la prononciation, même sous forme phonétique, transcription phonétique est notée. Et puis, il y a des exercices conjugués aux trois formes affirmatives, négatives, interrogatives. La classe commence à 9 heures, la classe ne commence pas à 9 heures, la classe commence-t-elle ou est-ce que la classe commence à 9 heures? Et de même pour tous ces exercices. Eh bien, voilà. Donc là, on voit un exemple, je vais en montrer un autre quand même. Voilà, exemple 2 de cette même, de ce méthode grammaire-traduction où on apprend à la leçon 12 la forme contractée au et au, le jour, le mois et l'année. Je parle à Pierre, je parle aux garçons, je parle aux étudiants, etc. Quel jour est-ce aujourd'hui? Aujourd'hui c'est jeudi, c'est le 1er mai, etc. Le futur sera traité, une semaine à 7 jours, une année, ben, tout voilà, et les nombres ordinaux. Ben voilà. Là, vraiment, vous constatez qu'on travaille la grammaire, et que la grammaire, on est en train d'être le plus exhaustif que possible. Donc ça relève vraiment de la méthodologie grammaire-traduction qui est vraiment calquée sur le système de la langue, donc non la parole, mais la langue. Et vous avez lu dans Kukikruka, comme dans la Vermeer, que justement, cette méthode est vraiment basée sur la grammaire. On n'apprend pas vraiment un vocabulaire très étendu, parce que quel est le but de cette méthode? C'est de pouvoir lire surtout des textes littéraires. Donc, le vocabulaire qu'on apprend, c'est plutôt un vocabulaire littéraire qu'un vocabulaire pratique qui relève du date. Donc, c'est plutôt un vocabulaire du date que du date à la fin. Voilà, ce sera le but. Voilà. Donc, le but, c'est vraiment de pouvoir comprendre, apprendre la civilisation française et d'être capable de lire des textes littéraires. Voilà. Alors, pour donner suite à ce cours, donc la seconde question parle justement de la place de la langue dans vos cours. Donc, alors la question, la réponse à cette question, ce serait donc de savoir quelle est la place de la norme, donc de l'abstrait, hein, donc de la langue dans vos cours. Donc dans quelle mesure est-ce que vous mettez l'accent pendant vos cours sur la grammaire, sur tout ce qui est abstrait, hein, donc vraiment la langue dans vos cours, donc la norme et l'abstrait. La troisième question, c'est de savoir ce que vous faites en tant que prof avec ce système abstrait auprès de l'apprenant. Donc, en tant que prof, quelle est la place de la parole dans vos cours? Donc, qu'est-ce que vous faites avec la langue? Qu'est-ce que vous faites avec ce système abstrait auprès de l'apprenant dans vos cours? Donc, ça, c'est vraiment la distinction entre langue, ce qui est l'abstrait, et la parole, ce que vous faites avec... Qu'est-ce que vous admettez, par exemple? Dans quelle mesure est-ce que vous admettez pendant vos cours un lexique, un vocabulaire argotique, le verlan éventuellement, ou des structures qui ne sont pas du tout représentatives de la norme. Par exemple, une construction telle que je me demande qu'est-ce qu'il fait au lieu de je me demande ce qu'il fait, ce qui est très normé. Hein. Je me demande qu'est-ce qu'il fait. C'est un français assez courant, mais ce n'est pas conforme à la norme. Hein. Donc, qu'est-ce que vous faites avec des constructions qui sont quand même courantes en France, en français, mais qui ne sont pas
conforme à la norme. Donc, qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous, donc, dans quel sens est-ce que la parole occupe vraiment une place dans vos cours? Par exemple, un lexique pas très normé, des constructions syntaxiques pas très normées, etc., etc. Voilà. Alors, le second aspect de ce cours parle justement du rôle de l'apprenant dans son apprentissage d'une langue étrangère, telle que l'allemand, le français, le russe, n'importe quelle langue étrangère. Kukigruka en parle à la page 267. Donc, il s'agit de savoir quel est le rôle de l'apprenant dans son apprentissage d'une langue étrangère. Alors là, on va faire la distinction entre vous en tant qu'apprenant du français ou du néerlandais, éventuellement si vous êtes francophone ou non néerlandophone à l'origine. Voilà. Donc, quel est le rôle de l'apprenant dans son apprentissage par rapport à vous en tant qu'apprenant et de vos apprenants dans vos classes, donc de vos élèves. Donc, dans quelle mesure est-ce que vous vous reconnaissez dans cette image du rôle de l'apprenant selon Kukigruka à la page 267? Kukigruka parle en fait de l'agent moteur dans un processus mental actif et un rythme personnel, et aussi du rôle de la mémoire à long terme. Oplevermeer, la CCH, de créative constructie-hypothèse, page 110-111, mais aussi le Flipperkast de Westerhoff. Donc, dans quelle mesure est-ce que vous êtes conscient que vous seriez un agent moteur dans un processus mental actif avec un rythme personnel où le rôle de la mémoire à long terme joue un rôle considérable. Voilà. Donc, probablement, mais je ne suis pas sûr, probablement, vous allez vous reconnaître quand même, grosso modo, dans cette image, hein, parce que vous êtes conscient de la façon dont vous apprenez une langue étrangère. Hein. Donc, c'est pas pour rien qu'on a fait des activités au début de ce module, il y a quelques semaines déjà, à propos de l'apprentissage du kazakh, de l'islandais, etc. Voilà. Donc, probablement, vous êtes beaucoup plus ou davantage conscient de votre apprentissage d'une langue étrangère. Alors, s'il s'agit de donner une réponse par rapport à la perspective de l'apprenant, dans quelle mesure vos élèves, 4 Aravo, 4 VWO, 5 VWO ou bien 1 VMBO, dans quelle mesure vos apprenants correspondent-ils à cette image de l'apprenant? En sont-ils conscients? Alors, ce n'est pas une réponse, il n'y a pas de réponse très facile. Autre perspective, donc celle de l'élève qui probablement n'est pas trop conscient de cette image d'apprentissage, mais ça dépend. Peut-être un apprenant dans une classe 5 VWO ou 6 VWO, ou même dans une classe 4 AVO, on est davantage conscient qu'on ne le croit, qu'on ne le pense de toute façon. Alors, mais là, pour la plupart, probablement, ce sera quand même différent par rapport à vous qui êtes probablement beaucoup plus conscient de votre façon d'apprendre une langue étrangère qu'un apprenant dans vos classes. Alors là, ce qui est important quand même, de la perspective de l'apprenant, toujours, Westerhoff de Schrijf en Vijf. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En fait, il dit, on ne peut enregistrer en mémoire à long terme, à moins qu'il n'y ait diverses activités. Activités pour vraiment apprendre des structures, un lexique, etc., des structures syntaxiques, morphologiques, etc., pragmatiques éventuellement, phonologiques, si vous voulez. Donc, on ne peut enregistrer en mémoire à long terme, à moins qu'il n'y ait diverses activités, réutilisées et réutilisées en différentes situations. Donc, c'est toujours l'apprenant qui devra faire l'activité, hein, parce que c'est l'apprenant qui va apprendre la langue. Donc, c'est lui ou elle qui devra faire l'activité. Mais il appartient au prof d'apporter les activités par la didactique. Alors, le Flipperkast de Westerhoff, ça veut dire réutiliser le vocabulaire ou un mot ou une construction grammaticale 7 fois dans différentes situations par différentes activités. Ça concrétise d'ailleurs. Donc, de Schrijf van Vijf, la voilà,
Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Regardez l'image, vous connaissez probablement. Il y a blootstelling input, verwerking op inhoud, verwerking op vorm, productie-output, chunks monteren, regels toepassen et puis productief, réceptif, stratégisch handelen. Donc on commence par là. On commence par là et on constate tout d'abord, ingrediënten van een gezonde smaakvolle taalles zijn blootstelling aan input, doeltaal, voertaal, donc la langue cible c'est important, blootstelling aan doeltaal, input is van doorslaggevend belang voor het leren van een vreemde taal, vandaar het belang de la langue cible, blootstelling aan input, d'accord. Alors, die input moet wel worden verwerkt. En op twee manieren, zowel op inhoud als op vorm. Dus input moet worden verwerkt, anders levert het niets op. Behalve de inhoudelijke verwerking, dus de betekenis, le sens, voilà, moet de leerling ook vorm verwerken, ook al is het alleen in de vorm van vragen waarom auto's geschreven wordt in het Nederlands met komma s, apostrof s, waarom het op die manier wordt geschreven en niet auto's met zeg maar twee o's en een s aan elkaar zonder dat er een apostrof bij zit. Die verwerking leidt tot een mondeling of een schriftelijk product in de vorm van chunks, zinnen die als zodanig worden geleerd of eigen producten met toepassing van grammatica-regels. Leerlingen leren bijvoorbeeld voor Frans een constructie als je voudrais, vaak al in de eerste klas, soms al na een paar lessen. En die leren ze als chunk, dus als eenheid te gebruiken. Dus ze analyseren niet dat je voudrais, c'est conditionnel, présent, il y a aussi tu voudrais, nous voudrions, etc. Donc c'est le conditionnel. Non, ils apprennent comme chunk, als eenheid. Dus dat voudrais de conditionnel is van het werkwoord vouloir, is op dat moment helemaal niet belangrijk. Et puis, ils vont se servir de stratégies compensatoires, compensatiestratégie, stratégisch handelen op productief, receptief niveau, et toujours de niveau I+1 et pas davantage. Voilà. Alors, dernier objectif d'apprentissage, par rapport à l'importance de la réception et l'apprentissage d'une langue étrangère. La première question est de savoir, on va faire pareil pour vous en tant qu'apprenant du français, du néerlandais éventuellement, et l'apprentissage de vos apprenants pendant vos cours. Donc il s'agit de savoir quelle est l'importance de la réception par rapport à votre apprentissage du français langue étrangère à vous, donc de la réception, c'est-à-dire l'écoute, la lecture de texte, tout ce qui relève de la réception. Donc, quelle est l'importance de la réception pour vous personnellement? Alors, moi, je ne peux pas donner de réponse générale pour moi-même seulement. Pour moi, c'est très important. C'est justement par la lecture, par l'écoute surtout que j'arrive à discerner les phonèmes, les sons, etc. Klankdiscriminatie, klankonderscheiding. Et justement, par la lecture, où j'ai quand même le désir d'apprendre à propos du système de la langue, mais c'est mon opinion à moi. Pour vous, ça peut être différent. Donc, quelle est l'importance de la réception par rapport à votre apprentissage du français langue étrangère à vous? Et quelle serait l'importance de la réception par rapport à l'apprentissage du français langue étrangère pour vos apprenants dans vos cours? Donc, Appelé Vermeer, chapitre 5.5, hoofdstuk 5.5, parle justement des kernbegrippen bij de receptieve benadering. Lezen en luisteren, maar ook de stille periode. En TPR, James Escher, Total Physical Response, opdrachten die leerlingen moeten uitvoeren. Donc on peut réfléchir quand même à ces méthodes-là, de telles que Total Physical Response. Hein. Éventuellement, vous vous servez, je ne sais pas. Voilà. Donc, quelle est la réalité de vos apprenants en matière de réception? Donc, à quoi vos élèves sont-ils confrontés pendant vos cours en matière de réception? Donc, dans quelle mesure est-ce que vous leur faites lire des textes? Est-ce que vous les confrontez à des émissions sur télé ou
de façon numérique par Internet, éventuellement 10 minutes par cours? Est-ce que vous les faites lire un texte ou bien visionner un fragment d'un programme télévisé éventuellement, etc. Donc, insister sur la perspective de l'apprenant et non du point de vue de vous, hein, vous aussi vous êtes apprenant du français, mais vraiment de la perspective de l'apprenant. Qu'est-ce que vous faites pour confronter vos apprenants pendant vos cours par rapport à la réception, donc la lecture et l'écoute? Alors, et quelle serait la situation idéale pour ces élèves, pour vos apprenants? Donc, comment vous appliquez quand même à intégrer la réception pendant vos cours? Voilà.